Donc la vie dans l'univers, quête ou recherche. Effectivement, les questionnements, avant même que l'on ait des instruments pour regarder le ciel, les gens ont regardé le ciel avec les yeux. Bien entendu, ils ont fait de nombreuses interprétations, ils ont vu des choses bizarres, ils ont essayé de dessiner des constellations, ils ont vu qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales, ils ont appelé ça des planètes, etc. Et donc, on a commencé à s'interroger là-dessus. Il y en a qui l'ont payé de leur vie, comme Giordano Bruno, qui a été brûlé par notre Sainte Mère l'Église à Rome, parce que justement, il disait qu'il y avait peut-être d'autres mondes avec d'autres hommes et d'autres choses sur Terre. Quoi qu'il en soit, comment, actuellement, cherche-t-on la vie dans l'univers avec des moyens scientifiques? Puisque moi, je représente une organisation publique, un organisme public, dans lequel on fait de la recherche, ou du moins on encourage les gens et on finance les gens pour qu'ils fassent de la recherche. Et donc, les méthodes de la recherche, en fait, il n'y en a pas 36 000. Et c'est vrai pour toutes les sciences. D'abord, c'est l'observation et la mesure. La science, elle a commencé, quand les gens ont commencé à observer les choses, à voir qu'un arbre était différent d'un autre arbre, et essayer de les classer les uns par rapport aux autres. Donc ça a été du Linné, ça a été du Cuvier avec les animaux, etc., etc. Et donc on commence par l'observation. Et l'observation, à un moment donné, tout le monde le sait, quand on regarde avec des yeux, on veut savoir si c'est grand ou si c'est petit, donc on fait des mesures. Alors la mesure la plus simple, c'est avec des morceaux de ficelle, hein, ou des herbes. Et puis après, on va plus loin, et après on utilise des instruments très, très sophistiqués. Le deuxième outil de la recherche scientifique, de l'activité intellectuelle qui essaye de démontrer quelque chose, c'est l'expérimentation. Est-ce que quand on se brûle, ça fait mal? Est-ce que quand c'est chaud et que je me rapproche, ça fait mal? Je me rapproche, ça me brûle, j'ai fait une expérience, ça m'a brûlé, j'ai un résultat visible, palpable. Et c'est comme ça qu'on travaille. Et puis maintenant, depuis quelque temps déjà, depuis qu'on a inventé les mathématiques, il y a un autre système qui est la modélisation. La modélisation, c'est un grand mot pour dire que l'on fait un calcul prédictif de ce qui va arriver. On essaie de prévoir ce que je vais observer. Un des exemples les plus frappants et les plus intéressants pour moi, c'est la découverte de Neptune par Le Verrier en 1880 et quelques, avec des calculs. Il observait le déplacement de Saturne et d'Uranus, et puis il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut, manifestement, il y a quelque chose qui interfère, et ce qui interfère, ça doit être une planète. Et puis, avec des calculs à la plume doigt, hein, pas avec l'ordinateur, hein, il a dit, elle devrait être par là. Alors, je ne sais pas, vous regardez le ciel, hein, pour retrouver une petite planète qui n'a pas un mouvement normal, quelque part par là, et bien, il l'a découvert. Maintenant, bien sûr, et vous l'avez vu hier dans la conférence, et puis vous en verrez d'autres en parlant avec tout le monde, on utilise des ordinateurs, et bien entendu, ça facilite énormément les choses. Mais la modélisation, donc cette recherche d'expliquer l'inconnu par des calculs, ensuite de chercher concrètement par l'observation, de confirmer par l'observation, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, mais qui est bien entendu dépendant, je le dis pour les jeunes, des outils mathématiques, du calcul. Hein. Donc le calcul, ça ne sert à rien, sauf à ça. C'est-à-dire que ça sert à tout. C'est vraiment des choses importantes, alors à différents niveaux, hein, bien sûr. Mais par exemple, les gens qui ont envoyé la sonde Rosetta avec Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko, derrière, il y a vraiment du calcul. Vraiment du calcul. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est que le calcul, ça sert aussi à ça. Ça sert dans la vie courante, hein, pour faire ses comptes, hein, savoir si je peux acheter 3 carambars ou 2 sucettes, mais ça sert aussi à envoyer Rosetta et Philae sur la comète. Donc les instruments d'hier, eh ben, donc les instruments, après l'œil nu, on a commencé à aller un peu plus loin. Ben, il y a eu la lunette de Galilée, hein, qui regardait comme ça, on l'a un peu embêté parce qu'il regardait aussi. Là. Et puis il y a des choses un peu plus modernes, comme cette lunette, ce télescope ici. Est-ce que vous connaissez la différence entre une lunette et un télescope? C'est-à-dire que pour avoir la même focale qu'un télescope, il faudrait une lunette, ils ont fait des lunettes de 20 mètres, de 30 mètres, etc. Puis après, il y a une limite, parce que mécaniquement, c'est plus stable, machin, etc. Alors qu'avec un télescope d'1 mètre, on peut à peu près avoir le même résultat. Et c'est plus facile d'usiner des miroirs, de façon précise, que des lentilles. Quand on dit qu'on va faire un miroir de 8 mètres de diamètre, comme le VLT, la lentille de 8 mètres, ça pèserait beaucoup plus lourd, etc., etc.
Donc vous voyez, on est la différence entre le télescope et la lunette. Donc on a inventé le télescope. Et puis maintenant, ben, on a des télescopes qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on utilisait hier. Il y en a au sol, vous les avez vus hier, hein, c'est le VLT, le Very Large Telescope. Ici, vous avez Hubble, et là, vous avez le télescope de Mars, celui qui est là-haut. Il utilise les mêmes principes, il utilise pratiquement les mêmes logiciels, parce que maintenant, on ne regarde pas avec l'œil. On ne met pas l'œil derrière l'oculaire. On fait tout avec des ordinateurs, des capteurs, ce qu'on appelle des CCD ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans l'observation à l'ère électronique. Et ici, à Mars, vous êtes dans l'observation à l'ère électronique. Alors, pas forcément pendant ces journées grand public, parce que c'est pas comme ça, mais quand le club fonctionne, et c'est l'intérêt des associations, eh bien, on a l'occasion de venir voir et d'utiliser et de comprendre comment ça fonctionne, comment on fait des photographies, parce que, en fait, grâce à l'électronique et grâce à des temps de pause extrêmement longs, on peut voir, on peut révéler électroniquement des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On ne peut pas les voir. D'accord? Mais on peut les découvrir grâce à l'électronique. Et donc, c'est une avancée énorme pour les observations et bien entendu pour la science. Maintenant, il n'y a pas que l'optique. Avec l'ère spatiale, on va explorer sur place les planètes, les astres qui nous entourent. Alors, j'ai mis ici quelques exemples. Ça, c'est une mission qui partira l'année prochaine, qui s'appelle InSight et qui emporte un instrument français qui s'appelle CEIS ici pour interroger le cœur de Mars. Donc, c'est quelque chose qui va atterrir avec un sismomètre extrêmement précis. Donc, c'est pour Mars l'année prochaine. Ici, vous avez Cassini-Huygens avec Huygens, la sonde européenne qui allait se poser sur Titan. Hein, donc, c'était parti en 2000, et c'est arrivé en 2004. Ici, vous avez Rosetta, dont on parle en ce moment, avec sa petite verrue Philae qui atterrit sur la comète. On essaye d'entendre qu'il nous parle encore, mais ce n'est pas si facile que ça, mais on espère bien. Et puis ici, vous avez Curiosity, donc le rover, le véhicule de la NASA, qui est actuellement sur Mars, qui est en train de se promener, on en parlera tout à l'heure, et qui comporte ici un instrument à très forte contribution française, ainsi qu'à l'intérieur ici. Celui-là, il fait des tirs laser pour faire de l'analyse à distance de la minéralogie, et à l'intérieur, il y a SAM, un système pour rechercher la matière organique, et qui, alors je dis, a trouvé du méthane. Alors c'est un grand procès, méthane, c'est une petite molécule, hein, mais les vaches nous en font des tonnes, les marais aussi, mais sur Mars, c'est surprenant, et donc c'est encore en discussion, tout n'est pas réglé, mais donc on avance de ce côté-là, et donc voilà des instruments intéressants. Donc tout ça, nous l'utilisons, enfin les scientifiques, les vrais scientifiques qui travaillent dans les laboratoires, moi je ne suis pas un vrai scientifique, hein, je suis un paresseux, je fais travailler les autres, et les vrais scientifiques, ils travaillent dans les laboratoires pour faire la recherche de la vie. Alors, que cherche-t-on précisément? On cherche la possibilité d'existence de quelques réactions chimiques. Tu sais ce que c'est une réaction chimique? Tu ne sais pas ce que c'est une réaction chimique? Si. Je prends deux produits, je les rapproche, je les mets ensemble, je les chauffe, je tape dessus, je fais quelque chose, et hop, ça fait un seul produit. Ou au contraire, j'ai un produit, je plungue, je l'expose à la lumière, ça fait deux produits différents. D'accord? C'est ça la chimie. C'est ce qui se passe en nous en permanence. On a des milliards de réactions chimiques qui se produisent en nous en chaque instant. Tout ce qu'on voit, c'est des réactions chimiques. D'accord? Quand tu fais du feu, tu fais des réactions chimiques. Donc les réactions chimiques, on cherche s'il y en a qui pourraient se rapprocher de la création de la vie. On cherche ce qu'on appelle des traces des premières réactions chimiques qui auraient pu amener à la vie, qui ont fait des grosses molécules, des gros produits. C'est des tout petits, H2O, l'oxygène qu'on respire, c'est une petite molécule. L'eau, c'est un peu plus gros, on en boit. Et puis, il y a des molécules encore plus grosses. Le plastique, par exemple, la table, c'est une molécule chimique qui est encore beaucoup plus grosse. Bon, donc on cherche ce genre de molécules. Ensuite, on cherche des traces indirectes d'une vie passée. Alors, une trace indirecte d'une vie passée, c'est un téléphone portable perdu quelque part. Non, c'est pas ça. C'est, par exemple, de la craie. C'est des fossiles. Ce sont des choses qui ont pu laisser la vie sur place. La vie a disparu, il n'y a plus du tout de matière, de chair, de matière organique, il n'y a plus rien, mais il reste cette trace concrète, minérale, qui prouve qu'il y a eu de la vie à cet endroit-là. Et puis après, il y a des traces indirectes d'une vie passée ou présente. Alors par exemple, si on regardait la Terre de très loin, on verrait qu'il y a de l'oxygène.
Et l'oxygène, ça s'est produit il y a 2 milliards d'années. Avant, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre. Il n'y avait pas d'oxygène libre, le dioxygène, O2. Et donc, c'est la vie qui a, ce sont des cyanobactéries qui ont transformé le gaz carbonique, d'autres choses, en oxygène et qui ont produit de l'oxygène. Elles étaient complètement folles parce que ça les a tuées, pour beaucoup d'entre elles. Et après, il y a eu un phénomène d'adaptation, et puis il y a des gens comme nous, comme tous les êtres vivants qu'on voit, qui sont complètement fous de vivre dans un milieu complètement oxydant. Ils passent leur temps à combattre cette oxydation. Donc, on passe notre temps à survivre. Mais on en a besoin quand même, sinon ça sera un autre mode de vie, une autre forme de vie. Et puis on a un appel téléphonique ou un message. Eh bien ça, j'en parlerai à la fin, mais ce n'est pas vraiment là une démarche scientifique. On n'est plus dans la recherche, on rentre dans la quête. Alors, la vie dans le système solaire, bon, petite image assez classique que tout le monde connaît. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un, un petit jeune, qui connaisse le nom des planètes? La première ici. Mercure. T'as le droit de dire fort. Mercure. Ensuite, Vénus. La Terre. L'autre. Mars. On y va. La plus grosse. Jupiter. Voilà. Et après, tout un tas de petites choses diverses et variées. Il y a même une planète naine qu'on appelle Pluton et qui vient d'être survolée par une mission de la NASA qui s'appelle Messenger. On en reparlera. Si vous avez des questions sur des choses un peu plus générales, vous n'hésitez pas, vous m'attrapez quand vous me voyez quelque part, après la conférence, et puis on discute. D'accord? Donc voilà. Donc en fait, très concrètement, nous, on va aller chercher, pour l'instant, sur Mars. C'est vraiment la grande préoccupation pour aller tout ce qui concerne l'exobiologie. Regardez bien cette image. Et vous allez voir que Mars, il a un aspect très différent. Là, il y a plein de trous partout, il y a des cratères dans tous les coins. On est vers le pôle sud. Là, on remonte sur un méridien pour aller vers le pôle nord. On passe l'équateur. Tatin. Et là, on va vers le pôle nord. Et là, il n'y a plus de trous. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a un endroit où il y a des trous et un endroit où il n'y a pas de trous? Alors ça se traduit, quand on met tout à plat, on fait un truc à plat, ça fait comme ça. Donc ce que je vous disais, le nord, il n'y a pas de trous, et puis le sud, là, il y a plein de trous. Alors, qui c'est qui a des idées? Tu as des idées, toi? Ouais. T'as pas d'idée? Pourquoi il y a un endroit où il y a des trous? Pourquoi il y a un endroit où il n'y a pas d'autres trous? Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas... elle tombe sur elle-même, Mars. Est-ce que c'est pas orienté de la même façon? Il y a un endroit où il pleut plus que... Enfin, il y a plus de météorites qui tombent que sur l'autre. En fait, je vais vous dire, pour briller chez les amis, c'est très simple. Vous dites, voilà. Nous avons ici une surface jeune qui a beaucoup moins de milliards d'années que cette surface-là. Parce qu'en fait, quand on veut, en astronomie, sur des planètes, dater une surface, pour savoir si elle est jeune ou vieille, après on peut rentrer dans les détails, on compte les trous qu'il y a dedans. Donc le cratère d'impact. La Lune, par exemple, c'est une surface ancienne, parce qu'il n'y a que des cratères d'impact. La Terre, c'est une surface jeune, parce qu'on a reçu autant, proportionnellement par kilomètre carré, on a reçu autant de météorites que la Lune. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence. Il y a une qui est pleine de trous, puis nous, on n'a pas de trous. Je crois qu'on a 17 cratères de plus d'1 kilomètre sur Terre, visibles. C'est rien. Quand on regarde la Lune, alors là, au moment de prendre tous les petits télescopes que l'on veut, regarder la Lune, des cratères, il y a des trous, il y en a partout. C'est parce que, sur Terre, il y a ce qu'on appelle la tectonique des plaques, qui fait que la surface est renouvelée tous les 200 millions d'années. Et donc, voilà. Donc, en fait, quand on veut dater une surface, et pour dater les surfaces de Mars, on prend des gens, ils comptent les trous, les cratères dans les cratères dans les petits cratères qui sont dans les grands cratères, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on dit, ça c'est un cratère jeune, ça c'est un cratère ancien, ça c'est fait. Alors après, on fait du calcul, mais on dit, voilà, il a tant de milliards d'années, celui-là il était avant celui-là, ça c'était avant qu'il y ait l'éruption volcanique puisqu'il a été recouvert en partie, etc. etc. Donc, on utilise bien l'observation, après la mesure, pour ensuite faire un modèle qui explique comment sont faits les bombardements, etc.
le travail scientifique, c'est d'abord un travail d'observation et d'intelligence pour interpréter ce que je vois. Donc voilà un peu Mars. Alors pourquoi Mars? Alors, planète tellurique. Pour les enfants, ça veut dire c'est un morceau de caillou. D'accord? Il y a deux types de planètes. Il y a les cailloux et les bulles de gaz, pour simplifier. D'accord? Donc ce qui est en cailloux, on appelle ça tellurique. Et ce qui est en gaz, on appelle ça des géantes gazeuses. Donc les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus. D'accord? Le reste, c'est du caillou. Et Pluton, c'est peut-être un peu de caillou et beaucoup de glace. On va considérer, comme les astronomes, que la glace, c'est du caillou. C'est vrai que la glace à moins 200 degrés, c'est aussi dur que du granit. Hein, c'est pareil. D'accord? Donc on considère que l'eau sous forme de glace, c'est un caillou. Et d'ailleurs, les astronomes, ils ont des classifications assez bizarres. Quand je discute avec eux, voilà, les roches, oui, c'est de la glace. Bah, oui, oui, mais c'est une roche. Voilà, point. Donc, pour les astronomes, la glace, c'est de la roche. Donc, les planètes telluriques, Mars, donc c'est un caillou. Il y a des surfaces anciennes préservées. Il y a plein de trous partout. Donc, ça veut dire que les surfaces anciennes n'ont pas été renouvelées. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est produit il y a très longtemps, j'ai peut-être des chances de trouver des traces de ce qui s'est produit à cet endroit-là. Donc, il faut que j'aille là-bas. Il y a eu des traces de présence d'eau pendant des périodes assez longues, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une atmosphère, alors c'est une petite atmosphère, c'est que du gaz carbonique. La pression totale, elle est à peu près 1/100 de l'atmosphère terrestre, de 13 millibars, et c'est essentiellement du gaz carbonique avec très peu d'azote, très peu de vapeur d'eau, très peu de vapeur d'eau. En plus, ça c'est froid, et la plupart de l'eau qu'il y a sur Mars, c'est très peu, elle est concentrée sous forme de glace au pôle. Et enfin, faut pas dire c'est assez facile d'y aller. Enfin, facile entre guillemets. Hein. Et c'est facile d'y mettre des robots sur place parce qu'il fait froid. Sur Vénus, qui pourrait être très intéressante, il y a encore de la tectonique des plaques, il y a plein de choses. 380 degrés au sol, de l'acide sulfurique. C'est pas si hospitalier que ça, hein, pour nos petits robots et nos petits véhicules. Donc, Mars, au moins, ça se voit, on sait où on est, etc. La surface de Vénus, on ne la voit pas. On ne peut même pas mettre des trucs en orbite pour voir la surface. On voit les nuages, parce que c'est entouré de nuages. C'est pour ça qu'il y a un effet de serre et qu'il y a une énorme chaleur à la surface de Vénus. Mais si je ne sais même pas où j'atterris. Il faudrait envoyer, il y a une sonde qui est passée à l'intérieur il y a très très longtemps, Magellan, et qui a fait une image, mais ça a duré quelques minutes. Et avant d'avoir la cartographie totale de la surface rocheuse de Vénus, pour l'instant, on ne sait pas le faire. Donc on est obligé d'y aller un peu au hasard. Donc c'est une des raisons pour laquelle, il y a d'autres raisons pour lesquelles on ne va pas sur Vénus, bien entendu, pour rechercher de la vie, mais la raison principale pour laquelle on va sur Mars, c'est que c'est le seul endroit où c'est possible et où on a des chances de trouver quelque chose. Pour simplifier, c'est quand même pas de mauvaise raison. Donc voilà Mars, et puis juste le dernier robot Curiosity, donc véhicule de la NASA, 900 kg, avec derrière un générateur nucléaire pour qu'il fonctionne. Il n'a pas de panneau solaire, ça lui permet de fonctionner tout le temps, la nuit, le jour, etc. Et de se déplacer avec ses belles roues. Et puis le voilà en autoportrait sur Mars. Donc c'est le même, c'est lui, hein. C'est vraiment le même. Là-bas, c'était dans les hangars du JPL, de la salle blanche, très 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 propre. Pas une poussière, pas un microbe, etc. Et ça, il y a un peu plus de... Il n'y a pas de microbes, mais il y a des poussières. Il y a de la poussière. Et ça, c'est un autoportrait sur Mars, avec ici, donc, l'instrument... Alors, ce que vous voyez ici, c'est simplement les photos, des parties de photos qui n'ont pas été prises. Hein. C'est pas pris de la maison avec le store qui dépasse. Hein. D'accord, le noir, là, la découpe, c'est vraiment... c'est l'absence de données. Hein. Et donc, le voilà sur place avec, vous voyez, ses roues, cette poussière un peu partout, son bras ici et sa petite caméra qu'on appelle ChemCam. Alors j'hésite parce que je suis en train de travailler sur le successeur de cette caméra qui s'appelle SuperCam et qui sera lancé en 2020. Alors ça, c'est la caméra elle-même de la... Alors il manque une chose, c'est le bras qui tient la caméra parce que le bras qui tient la caméra, il ne se prend jamais en photo. Et donc ça, c'est à peu près, si je me rappelle bien, 68 photos qui ont été prises, qui ont été programmées pour faire cet autoportrait. Et le plus amusant, c'est que en fait, ça avait été fait par des amateurs. C'est-à-dire qu'au départ, la NASA
On prenait des photos de différentes choses, etc. Et la NASA met toujours en ligne ces photos. Et il y a pas des amateurs, des étudiants voilà, qui sont allés les récupérer et qui ont fait 70% de l'autoportrait. Et puis ils ont appelé les gens de la NASA en disant, dis donc, j'ai un super truc, on le met en ligne ou pas? Et la NASA dit, non, bah, écoutez, on va finir, et puis c'est nous qui allons le mettre en ligne quand même. Et donc ils l'ont fait eux-mêmes. Mais c'était un travail des amateurs parce que ça prend du temps, mine de rien, il faut programmer, hein, parce que le bras, c'est pas télécommandé, faire une photo, c'est... voilà, il faut faire au moins 200 à 300 lignes de programme pour dire prends la photo de tel angle à tel moment, avec telle orientation, etc. Et après, quand ça revient, il faut les traiter, parce que ça n'arrive pas toujours, et faire un autoportrait comme ça ne prend pas 3 heures. Hein. Ça prend à peu près 2 mois de travail. Hein. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est l'autoportrait. Et donc il manque une chose, là, c'est le bras. Il n'apparaît pas, il n'arrive pas à se prendre lui-même. Donc voilà, donc, il a fait beaucoup de chemin, il a passé les 10 km en 3 ans déjà, hein, puisque il a atterri il y a 3 ans. Et donc vous voyez, à 944 jours sur place, donc maintenant on est un peu plus loin, on a fait encore quelques mètres de plus. Et puis bien entendu, on donne un nom à chaque étape, chaque rocher, on s'amuse. Hein. Et donc tout le monde raconte ce genre d'histoire, pour aller voir. Et puis notre petite caméra... notre petit système français, enfin pas petit, gros système, le ChemCam. Donc vous voyez, il fait des trous dans les roches comme ça pour les analyser. Et ce que les scientifiques récupèrent, après avoir travaillé, c'est ça, ce qu'on appelle un spectre d'émission de la lumière qui a été provoquée en tirant dessus. Donc les scientifiques travaillent avec ça. Et déjà, pour avoir ça, c'est déjà pas mal de boulot, parce que quand on arrive, c'est des 1 et des 0, il faut les remettre. Il y en a puis il y a quelques 1 en trop et quelques 0 en moins, donc de temps en temps, il faut les remettre en place, etc., etc. Mais à la fin, on travaille avec ça, et on peut voir que dans un tel endroit, il y a du fer, dans un tel endroit, il n'y en a pas, il y a un peu partout du potassium, du sodium, donc tout ça, c'est le résultat du travail que les gens font. Il y a des endroits où il y a du calcium, c'est très important le calcium pour la recherche de la vie, puis il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut diagnostiquer le minéral qui se produit qu'il y a sur telle ou telle roche. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a des endroits qui sont très très variés, que c'est vraiment des accumulations de grains. C'est-à-dire que le grain A, il n'est pas du tout semblable au grain B qui est juste à côté. C'est comme une sorte de grès. Il n'y a pas de grès là-bas, mais c'est un peu comme ça. C'est vraiment une accumulation de choses très différentes. Actuellement, je pense qu'on est à 170 000 tirs. Ça veut dire qu'on a 170 000 spectres comme ça. Donc mes petits camarades de l'IRAP, Institut de recherche d'astrophysique et de planétologie de Toulouse, qui sont à l'origine de ça, ils n'ont plus qu'à se mettre derrière leur ordinateur et à travailler pour, à partir de ces éléments, raconter une histoire. Le but, ce n'est pas d'accumuler les spectres. Le but, c'est de pouvoir raconter l'histoire géologique de ce qui s'est passé à tel endroit, ou à tel endroit, ou à tel endroit. Et de le mettre en rapport avec ce que l'on voit avec les caméras et avec ce que l'on analyse avec les autres instruments. Alors, on a trouvé un truc vachement important avec ce rover. On a trouvé un galet. Est-ce que vous voyez le galet que l'on a trouvé sur Mars? Donc ça, c'est de la vraie science. Hein. Les gens qui ont regardé ça, ils ont dit, voilà, on a trouvé un galet. Et un galet, c'est vachement important parce que c'est la preuve qu'il y a de l'eau qui a séjourné assez longtemps. Alors, ce que vous voyez ici, en fait, c'est le lit le lit fossile d'une rivière, avec une roche qu'on appelle une poudingue. C'est-à-dire c'est une accumulation de roches qui est ensuite dans une matrice de calcium, de sodium divers et variés, donc une espèce de sauce, un liant, quoi. Hein. Et donc il y a des arêtes arrondies, etc. Et des choses comme ça, on en voit. Hein. Moi, je sais, je suis allé faire un peu de volcanologie dans l'Hérault. Hein, quand on voit des lits de rivières fossiles qui ont 10, 15 000 ans, qui sont là. C'est tout à fait classique. Hein. Il y en a sur Terre. Alors le galet, il est là. Vous voyez le petit galet, là? On a envie de faire des ricochets avec. Hein. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lac. C'est dommage, mais on a vraiment envie de faire. Et donc ça, c'est vraiment la preuve que l'eau a été présente pendant longtemps, enfin plusieurs milliers d'années, plusieurs centaines d'années, pour être capable d'user une roche de cette façon-là. Plus la rivière, plus etc. Et donc ça, c'était vraiment une preuve concrète qu'on n'est pas dans un système d'oued, le système où il y a une chute d'eau, ça part, et puis pendant 2 siècles, ou 3 siècles, ou un millénaire, il n'y a plus rien qui tombe. On est dans un système relativement continu, avec fossiles, avec des roches qui roulent de cette façon-là, etc., etc. Donc on est dans un régime un peu hydrique, un peu continu. C'est un peu la conclusion qu'on a tirée.
Donc voilà, et celle-là, je vous ai montré cette photo parce que c'est le système, c'est le bras sur lequel il y a beaucoup de choses, il y a les caméras, etc. Et je trouve cette photo magnifique. Magnifique pourquoi? C'est vraiment l'instrument essentiel avec ChemCam de Curiosity. Donc il y a un système pour abraser les roches, ça c'est pour faire des mesures de minéral différentes, ça c'est pour faire des photographies très très proches, etc. Parce que là-dedans, on voit qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail. Tous les câbles, toutes les soudures, tous les petits tirets qu'il y a ici, tout ça, c'est calculé. Ça doit résister à moins 40, plus 10, ça doit résister aux vibrations, ça doit pouvoir résister pendant 2 ans, pendant 1 an au voyage, et puis 5 ans sur place, aux ultraviolets, etc., etc. Donc, derrière ça, pour moi, cette photo, moi je l'aime bien, mais bon, c'est un goût personnel. Mais en plus, pour moi, elle symbolise l'intelligence et la dextérité, parce que derrière, il y a des travailleurs manuels, il n'y a pas que des gens qui font... Il y a des gens qui font les câbles, ils font les soudures. Hein. Une soudure, par exemple, qui va être pendant 1000 fois soumise à des alternances moins 70, moins 10 ou plus 10, elle va se casser si ce n'est pas une soudure spatiale. C'est comme un trombone, hein, quand vous faites comme ça, à la 20e fois, il est cassé. Et bien là, l'alternance dilatation-rétraction de 2 métaux qui sont en contact l'un avec l'autre, ils n'ont pas les mêmes coefficients. Si ce n'est pas prévu, c'est cassé. Et quand c'est cassé, il n'y a plus de conduction électrique. S'il n'y a plus de conduction électrique, il n'y a plus d'opération. Donc, le moindre détail, c'est pour ça que ça coûte si cher. La mission, elle a coûté 2 milliards 400 millions de dollars. La fusée n'a coûté que 200 millions de dollars. Le reste, ce n'est que de l'intelligence et de la dextérité. De temps en temps, on a tendance, nous, scientifiques, à oublier un peu la dextérité. Mais à la fin, il y a des gens qui font de l'usinage, hein, du vrai, au quart de micron. Hein. Donc, pour moi, cette photo, elle symbolise bien, justement, cette cohésion qu'il y a dans l'activité humaine d'exploration entre le visionnaire, celui qui voit, le scientifique, celui qui prescrit, et l'opérateur, celui qui fait et qui fabrique. Et dans ces 3 maillons qui sont aussi importants les uns que les autres. Donc le voilà au travail, notre bras. Donc on ne le voit jamais dans la photo, dans le selfie, on ne le voit pas, hein, il n'arrive pas à se prendre en photo. Ça, c'est une autre caméra de navigation qu'il a prise. Alors, bon, il y a d'autres régions à explorer sur Mars. Curiosity n'a pas fini de raconter ses histoires. Il y a un projet européen, notamment avec les Russes, qui s'appelle ExoMars, sur lequel je travaille, donc ça, je peux en parler. Donc c'est une mission, il y a une première mission en 2016, donc écoutez bien, normalement à partir du 7 janvier 2016, le 7 janvier 2016, on doit lancer en Russie, avec une fusée Proton, un satellite qui s'appelle TGO, Trace Gas Orbiter, vers Mars. Alors ça sera entre le 7 et le 27 mars. Entre le 7 et le 27 janvier, parce qu'après la fenêtre ça se ferme, on ne peut plus rattraper Mars, il faut trouver une autre orbite. Et il y a un deuxième créneau qui se fera en mars, et qui est, si je me rappelle bien, du 3 au 23 mars, mais les dates ne sont pas encore très précises. Voilà, donc c'est une mission en 2016 qui a pour but d'analyser l'atmosphère de Mars et de rechercher le méthane. Est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce qu'il y en a beaucoup? D'où il vient? Est-ce qu'il est réparti partout? Etc., etc. Et puis bien d'autres choses, bien entendu, bien d'autres sciences. Mais disons que le thème essentiel, c'est le méthane. Et puis en 2018, eh bien, l'Europe est en train de travailler sur un véhicule qui est plus petit que Curiosity, qui aura une charge utile qui s'appelle Pasteur, avec des instruments sur lesquels je travaille, et sur les instruments, enfin sur lesquels les Français travaillent, et moi je travaille avec eux. Et dessus, il y a 7 instruments, et sur les 7 instruments, on contribue à 5, de façon très importante. 2 sur lesquels on est leader, et 3 autres sur lesquels la France, d'une façon générale, apporte des contributions très importantes. Donc voilà, donc ça c'est le petit rover qui est prévu avec ses... Alors je ne sais pas, il n'est pas si les yeux, il y aura des rayons verts, hein, je ne suis pas sûr que ça soit comme ça. Et surtout, il a une foreuse pour être capable d'aller forer jusqu'à 2 mètres de profondeur, parce que... Alors ça n'a l'air de rien à 2 mètres de profondeur. Enfin, déjà creuser un trou de 2 mètres de profondeur sur Terre, hein, mine de rien, même à la baramine, hein, c'est quand même du travail. Donc on veut le faire sur Mars de façon automatique, parce que on pense qu'en surface, tous les produits chimiques qui auraient pu être fabriqués là ont été dégradés par les ultraviolets et par un phénomène d'oxydation, parce que les ultraviolets, en tapant sur le CO2 qui se produit, fait en fait de l'eau oxygénée, H2O2, de peroxyde d'hydrogène. Donc il fait H2O2 qui oxyde immédiatement tous les produits organiques. Donc il faut creuser, parce que là, on pense qu'à 2 mètres,
c'est protégé du peroxyde, donc de cette oxydation, de cette destruction par l'oxydation, et des ultraviolets. Donc voilà. Donc Mars, c'est toujours un objectif. Il y a encore des missions. Il y a la mission Séis qui va se faire aussi. C'est une mission américaine cette fois-ci, qui est moins exobiologique, qui s'intéresse vraiment à l'intérieur de Mars. Et en mars 2020, en 2020, il y aura une mission Mars 2020 qui sera lancée par les Américains, là aussi avec des contributions françaises, notamment une contribution importante sur SuperCam. Donc on a fait ChemCam, on a fait SuperCam. Peut-être qu'après on fera ExtraCam, j'en sais rien. Donc voilà. Alors où chercher la vie? Honnêtement, la vie, on va la chercher d'abord dans le système solaire sur Mars. Après, on va chercher ce qui pourrait éventuellement voir amener à la vie. Alors on s'intéresse aux comètes, bien entendu. Je ne peux pas ne pas vous parler de Rosetta. Jean-Pierre Le Breton sera là, il vous en parlera largement, donc je ne fais que le mentionner. Il y a quand même, donc voilà le satellite qui a été construit par l'ESA avec des contributions de tous les pays européens. Et puis, donc, sa petite verrue que je vous ai dit, Philae, donc, qui a atterri là-dessus. Donc, c'est déjà une histoire en cours. Là, ce sont les panneaux solaires qui sont repliés, mais ça, c'est le vrai instrument qui est parti. Hein. Voilà, et ça, c'est les photos extraordinaires que l'on a pu voir, qui ressemblent un peu à l'aiguille verte dans le massif du Mont Blanc, à part qu'il n'y a pas de roche. C'est que de la glace, normalement. Et autre chose, et on ne sait pas, parce que c'est tout l'intérêt. Donc, on attend, là. Il y a les premiers résultats qui sont sortis, plutôt qualitatifs. Mais les résultats détaillés, ça va prendre 3-4 ans à sortir, parce qu'il faut interpréter toutes les données, etc. Donc actuellement, Philae, il dit bonjour de temps en temps, et puis après, il est bien silencieux, et puis bon, c'est compliqué. Alors c'est parce qu'on ne connaît pas bien sa configuration, puis après, c'est du vrai boulot. Hein. Tout ne marche pas comme on avait prévu que ça marchait. Mais on espère. Et puis il y a Rosetta, donc là, qui est devant la comète et qui continue son travail, ses analyses, bien entendu, à prendre des photos, etc. Et comme on se rapproche du périhélie, c'est-à-dire du moment où la comète est le plus près du Soleil, donc au moment où elle va être le plus active, c'est le 13, c'est donc dans 5 jours, on s'en éloigne pour ne pas être atteint par les jets émis par la comète. Donc on veut protéger Rosetta, hein, donc on veut être sûr qu'il n'y a pas de... Alors les gens de Philae disent venez plus près, parce que comme ça on aura un bon contact, etc. Et les gens de Rosetta disent moi je ne mets pas en péril Rosetta pour aller voir Philae qui peut-être éventuellement me dira bonjour, et encore j'en suis pas sûr. Donc là il y a un débat entre scientifiques, débats qui sont toujours animés, surtout qui sont nombreux. Ça c'est l'ensemble des scientifiques de Philae qui étaient réunis à Toulouse pour décider de l'endroit où ils allaient atterrir. Alors bon... On avait supprimé les couteaux, les pistolets, les matraques. On avait commencé à retirer les stylos aussi parce que les débats étaient au-delà de l'animé. C'est là, non, c'est là. Mais là, mon instrument ne pourra rien faire. Mais si, il pourra. Mais non, alors, oui, mais il y a un autre endroit. Mais non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas bien. Bon. Voilà, puis les ingénieurs qui disaient, bon, attendez, il me faut quand même une certaine ellipse, un machin, un truc. Donc là, non. Là, non. Alors, ça sera là. Ouais, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc les débats intéressants. Donc ils ont passé un week-end enfermés là, au CNES Toulouse, dans le bâtiment Poincaré. Et donc là, ils sont souriants. Je pense qu'ils l'ont fait juste avant. Mais la discussion était apparemment très très intéressante et très animée. Donc voilà, et en fait, on a eu une petite image, on a une image très intéressante, alors on peut la travailler, etc., qui vient de Philae, c'est l'endroit où il a fini par, je dirais, se reposer. C'est Spouing, pof. Donc c'est là qu'il s'est reposé. Donc toutes ces images sont disponibles sur Internet, bien sûr. Voilà, par contre, on a fait du travail, des ingénieurs du CNES, avec des scientifiques, ont fait un travail remarquable pour être, à partir de 2 images, reconstituer en 3D l'endroit où il était posé. Et on sait par exemple qu'ici, il y a un creux qui fait plus de 3 mètres. Là, on est à 80 cm, et là, on devrait être à peu près à 50. C'est-à-dire que si on était capable de réactiver la sonde, si on était capable de réactiver le Rosetta et le Forêt, actuellement, la sonde forerait là, alors que quand au départ, elle a foré là, elle n'a pas pu l'atteindre parce que c'était trop loin. Donc elle a fait bzzz dans le vide. Donc voilà. Donc les gens ont fait ça. Et ça, c'est encore du calcul. Hein. C'est des gens qui font de la navigation. Ils ont refait de la reconstitution 3D. C'est vraiment un travail remarquable. Alors, moi, je ne peux pas le présenter parce que représenter, d'abord, il faudrait que je le comprenne. 2, pour l'expliquer, il faudrait que je le possède vraiment. Et troisièmement, il y en aurait pour 2 heures. Donc c'est une autre histoire. Mais c'est très une belle histoire à raconter. Alors des résultats, il y en a eu. Alors j'ai présenté, c'est un résultat. Ça, c'est une synthèse en disant, voilà,
La grande question que l'on attend de ce genre, la grande réponse qu'on attend de l'exploration des comètes, c'est quelle est l'origine de l'eau sur Terre? Pour résumer, la Terre, lorsqu'elle s'est formée, elle a tellement chauffé qu'on a évaporé le sodium. Le sodium, ça commence à s'évaporer à 1000 degrés. Donc l'eau, on a dû l'évaporer en même temps. Donc ça veut dire que l'eau, quand la Terre s'est refroidie, c'était sec. Mais vraiment sec. Donc s'il y a de l'eau sur Terre, c'est qu'elle est venue après. D'où vient-elle? Alors, est-ce qu'elle vient... Et donc, on se dit, ça peut être les astéroïdes. Donc, les astéroïdes et les météorites. Hein. Il y a une exposition de météorites à côté, les chondrites, hein, c'est ça. Donc ça, il y a une propriété dans l'eau qu'on mesure, et c'est ça. Donc, on voit que c'est très près de la valeur de l'eau de la Terre. Tout ce qui vient, ce qu'on appelle l'eau primordiale, hein, qui s'est faite au moment, bah ça c'est grosso modo c'est ça, l'eau du soleil, enfin l'oxygène du soleil, l'hydrogène du soleil, c'est ça, et donc voilà, tout ce qui est primordial, Jupiter, Saturne, Uranus, tout ça, c'est à peu près dans ces eaux-là, et donc c'est le cas de le dire, et donc c'est là. Donc on voit bien qu'on est différents. Et puis on avait trouvé une comète, celle-là, Hartley, qui était juste sur le truc de la Terre. On se dit, ah, c'est super. Et puis tous les autres comètes, qu'on connaît plus ou moins bien d'ailleurs, hein, eh ben, c'est largement au-dessus. Bon, grosso modo, ça veut dire que l'eau sur Terre, c'est un mélange. Ce qu'on observe, c'est la moyenne de ce qu'on a reçu, et ce qu'on a reçu, c'est des choses extrêmement diverses. Alors c'est intéressant de le savoir, parce qu'avec l'eau, il nous arrive aussi de la matière organique, donc des produits élaborés à base de carbone et d'hydrogène, avec peut-être un petit peu d'oxygène, un petit peu d'azote, un petit peu de soufre, un petit peu de phosphore, un peu de choses comme ça, et qui font que ça fait les molécules, les composés qui sont utiles à l'apparition de la vie. Et je vais vous dire quelque chose, la Terre, c'est une planète super sèche. Si on calcule la quantité d'eau qu'il y a sur Terre, en masse, ça fait 0,006% de la masse de la Terre. C'est rien. C'est peut-être pour ça qu'il faut d'ailleurs s'en préoccuper et y faire attention. Parce que sur ces 0,06%, ce que nous, on peut voir, utiliser et qui assure la vie sur Terre, c'est peut-être un centième de ça encore. Et donc c'est ce petit centième-là qui nous fait vivre. Je ne parle pas de l'oxygène, je ne parle même pas de l'atmosphère, je parle simplement de l'eau. Donc attention. Donc la Terre est une planète extrêmement sèche. Alors, où aller chercher de la vie dans le système solaire? On ne va pas vraiment chercher de la vie, même s'il y a des gens qui en rêvent. Alors ça, c'est Europe. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de cratères sur Europe, à la surface d'Europe? Hein? Non? Alors qu'est-ce que c'est? Oui, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cratères. Donc c'est une surface jeune. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de Mars? Dans les dîners en ville, là, ou à la campagne, il faut dire, ouais, c'est une surface jeune, ça. Il n'y a pas de trou. Ouais, c'est comme nous, hein, il y a les rides, et puis il y a des visages poupins. Donc voilà, c'est pareil. Hein. Quand c'est jeune, il y a un petit trou de temps en temps, il y a une cicatrice, il est tombé de vélo, quoi. Bon, voilà, mais voilà, c'est essentiellement ça. Donc c'est une surface jeune, alors on estime qu'elle a entre 20 et 40 millions d'années. Hein, en termes géologiques, c'est jeune. Et donc, il y a très peu de cratères sur cette surface. Alors qu'autour de Jupiter, il y a d'autres satellites qui sont une vraie surface de gruyère. Hein. Il y a des trous partout. On s'aperçoit que les satellites sont durs. Quoi qu'il en soit, là-dessous, il y a théoriquement, il y a des falaises, etc., etc. Il y a un puzzle. Et on a démontré qu'il y avait là-dessous un océan. Donc, c'est une croûte de glace qui flotte, ou qui enrobe une surface aqueuse, et physiquement on explique comment ça peut se passer, etc. Et cette surface aqueuse, eh bien, elle est très intéressante, et on pense qu'il y a des réactions chimiques qui se produisent dedans. Il y en a même qui disent qu'on peut aller chercher quasiment nos amis les sirènes. Bon, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, ça intéresse les exobiologistes, parce que c'est un océan qui est en contact avec le noyau rocheux de ce satellite, de Jupiter, et que ce noyau rocheux, on pense que pour des raisons astronomiques, il se contracte, il se dilate en permanence, et que ça produit de la chaleur. Comme l'histoire du trombone. Hein. Quand vous prenez un trombone comme ça, vous avez fait ça, vous avez cassé un trombone, ça chauffe. Quand on veut casser un fil de fer, ça chauffe. Ben là, c'est pareil, c'est ce phénomène de friction interne qui provoque de la chaleur. Et cette chaleur pourrait libérer dans l'océan
des produits, des minéraux, du gaz, du CH4, de tout ce qu'on veut, et ça pourrait donner des réactions chimiques qui se rapprochent de ce qu'on appelle les réactions prébiotiques, comme ce qui se passe au fond des océans sur Terre. Ça, c'est Europa. C'est Europa, oui. Ensuite, bien entendu, il y a le système de Saturne avec la mission Cassini-Huygens qui allait donc sur Titan. Titan, là, par contre, il y a des mers d'hydrocarbures. Ouais, c'est pour ça que je connaissais mieux Titan. Voilà, c'est sur Titan. Il y a aussi de l'eau, il y a aussi un océan d'eau à l'intérieur, pense-t-on, entre deux couches de glace qu'on appelle un océan perché. Il y a des... Bon, voilà, et une atmosphère à partir de méthane. Alors, on a atterri dessus, c'est très joli, et on a vu, alors, bon, c'est pareil. Alors là aussi, vous prenez Jean-Pierre Le Breton et puis vous l'interrogez, parce que c'est lui qui était le chef de projet de Huygens. Alors, je ne vais pas parler à sa place. Il ne vous en parlera pas théoriquement, mais vous pouvez le questionner. Et là, il faut lui arracher la vérité. Donc voilà, donc ça, par contre, c'est des images des radars américains de Cassini qui montrent des grandes étendues d'océans, à cette fois-ci de mélange méthane-éthane probablement, donc un hydrocarbure les plus simples, méthane CH4 et éthane C2H6. Et donc, il y a des gens qui prévoient d'envoyer un sous-marin, des voiliers, etc., plein de choses. On dit hydrocarbures parce que, en fait, c'est de la matière organique, hein, ce sont des alcanes, tout simple, qui sont produits de façon non biologique. La biologie, c'est naturel aussi, quand même. Hein, donc, je ne dirais pas naturel, mais de façon non biologique. Et on commence à savoir pourquoi et comment ça peut se produire. Le méthane, il se produit assez spontanément dans ces conditions-là, pas sur Mars, dans ces conditions-là. Donc, voilà. Et puis on a trouvé Encelade avec ces espèces de geysers qui sortent hein, à l'extérieur. Et puis on s'est aperçu donc qu'il y avait une zone chaude. Voilà, donc ça c'est la vue de la température d'Encelade. Et puis on voit ici que c'est chaud. Alors quand on dit c'est chaud, ça fait, vous voyez, 10 degrés, 15 degrés de plus que le reste. Mais on parle en Kelvin. En Kelvin, le 0 degré absolu, c'est moins 273. Hein, donc 80 Kelvin, ça fait à peu près moins 200 degrés quand même. Hein. Quand on dit chez chaud, c'est relatif. Hein. On ne sort pas le parasol quand même, hein. Plutôt la doudoune. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, en faisant des mesures, et on a démontré, alors je n'ai pas mis d'image, mais on a démontré que sur ce tout petit satellite, il y avait effectivement à cet endroit-là une poche d'eau liquide. Alors c'est des calculs, c'est des calculs compliqués, hein, c'est des mesures d'inertie, de machin, etc. Mais bon, il y a des scientifiques, c'est leur job, hein, qui ont démontré ça. Et on sait que ça, c'est ce qui alimente en glace un des anneaux de Saturne. Donc demain, hier ou demain ou ce soir, s'il fait beau, vous verrez les anneaux de Saturne. Et ben il y a un des anneaux, je ne me rappelle plus lequel, il y en a 36 000, donc je ne peux pas vous dire lequel exactement, est alimenté par l'expulsion de cette vapeur d'eau d'Encelade. Alors, quand on a commencé à explorer de près le système solaire, et notamment les satellites glacés des planètes géantes, alors je ne me rappelle plus qui est le premier, si c'est Jupiter ou Saturne, mais il y en a un qui fait 60 et l'autre 58, et où maintenant ça change tout le temps. Il y a toujours des satellites, hein, 68 satellites, nous on n'en a qu'un, hein, la Lune. On s'aperçoit qu'ils sont tous différents. Il n'y en a pas deux pareils. Chacun est capable de nous raconter une histoire particulière. On ne la connaît pas, il y en a beaucoup qu'on connaît. Pourquoi est-ce qu'il est là? Comment ça se fait qu'il soit là? Comment il s'est formé? Alors on dit qu'il est capturé, mais il n'y a pas de raison de capturer dans le plan équatorial. Donc, quand ils sont dans le plan équatorial d'une planète qui tourne sur elle-même, ça veut dire que c'était au moment de la formation, ou que c'était un moment très particulier, etc. Donc c'est vraiment une d'énormes questions de savoir comment ces satellites se sont formés. Et donc en essayant de voir et de comprendre, d'abord de voir ce qu'ils sont, de comprendre d'où ils viennent, comment ils se sont formés, on raconte l'histoire un peu plus en détail de notre système solaire, donc notre propre histoire. Pas l'histoire humaine, bien sûr, mais l'histoire astronomique de notre système. Me fait la vache, et donc c'était la transition pour dire que maintenant on commence à rechercher la vie de façon scientifique ailleurs en allant vers les planètes extrasolaires. Alors une planète extrasolaire, d'abord une planète, qu'est-ce que c'est? Une planète, c'est un objet assez gros qui est en orbite autour d'un soleil et qui est grosso modo tout seul sur son orbite. Il a nettoyé l'orbite. Alors je ne sais pas comment on fait pour nettoyer l'orbite, hein, mais bon. Enfin, il a nettoyé son orbite. Donc nous, il n'y a pas 2 terres ou 3 terres sur la même orbite. Il n'y a pas la ceinture d'astéroïdes où sur la même orbite, il y a des centaines de pièces. Donc une planète, c'est ça. C'est quelque chose qui a nettoyé son orbite. Et une exoplanète, ben, c'est une planète qui est autour d'une étoile qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas le Soleil. Alors,
Hier, on avait compté, confirmé, 1942 exoplanètes. Alors, je vais vous faire un peu de calcul après. Et donc, on a trouvé des endroits, donc il y a 1228 systèmes planétaires, donc 486 avec des planètes différentes. Il y a un an, on en connaissait 132 moins quand même. Dans notre galaxie, et puisque ben voilà, on va faire un petit calcul. Alors ça, je le mets dans les collèges et les lycées pour montrer qu'il faut simplifier avant de faire les calculs. Hein? C'est très facile. La Voie lactée, pour simplifier, c'est un disque. 100 000 années-lumière de diamètre, 1000 années-lumière d'épaisseur. Pour simplifier, hein, on va pas... D'accord? Donc, quel est le volume de notre Voie lactée? C'est le volume d'un disque. Volume d'un disque, pour les jeunes, apprenez les formules, vous en aurez besoin plus tard. C'est la surface du disque multipliée par l'épaisseur. Donc pi d2 sur 4 multiplié par l'épaisseur. Eh bien, 100 000 années-lumière, ça fait 10 puissance 5. Au carré, ça fait 10 puissance 10. Donc ça veut dire 10 milliards d'années-lumière carré, divisé par 4. Et l'épaisseur, ça fait 10 puissance 3, ça fait 1000 années-lumière. Donc le tout, ça me fait 10 000 milliards d'années-lumière cubes. Une année-lumière cube, c'est quand même une grosse piscine. Hein, je veux dire, là, hein. D'accord? Bon. Donc ça, c'est mon volume, grosso modo, hein, de la Voie lactée. Après, le volume de la sphère. Nous, ce qu'on a exploré, j'ai résumé parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est à peu près une sphère autour de notre système solaire, autour de la Terre, c'est pareil. Hein. À l'échelle de l'année-lumière, nous, on n'est même pas un grain de riz, d'infimes particules. Donc, le volume de la sphère qu'on a exploré, 4 tiers de pi r cube. R étant le rayon, bien sûr. Alors, j'ai dit qu'on avait exploré 1000 années-lumière autour de nous, donc ça fait un rayon de E, donc ça me fait 1 milliard, hein, 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 9, ça fait 4 tiers de pi R3, 4 tiers de pi, donc ça fait à peu près, on verra plus tard parce que je simplifie justement, ça fait à peu près 1 milliard d'années-lumière cubes. Donc là j'ai 10 000 milliards, j'ai 10 000 milliards et là j'ai 1 milliard. Donc on fait le calcul, on simplifie par pi, d'intérêt de ne pas faire les calculs tout de suite et de simplifier les fractions en les ayant posées. Quand j'étais petit, on appelait ça le calcul littéral et à la fin, on appelait ça l'application numérique. Et à la fin, on arrive, on a exploré, donc 16 tiers, ça fait à peu près 5. Hein, pour simplifier, c'est 1 fois 3, 15. 16 tiers, ça fait 5. 10 millièmes de la Voie lactée. Donc on connaît, prouvé 1942 planètes, dans un 10 millième de la Voie lactée. Voilà. Explorer le reste, ça va être plus dur. Donc c'était mon calcul, hein, mais c'était juste pour montrer que le calcul, c'est approximatif, bien sûr, hein, mais pour avoir des ordres de grandeur, c'est suffisant. Et c'est pas très compliqué. Hein, je veux dire, bon, il faut en avoir fait un petit peu, puis il faut continuer à en faire, parce que quand on a fait ça il y a 50 ans, on se dit, bon... hein. Donc voilà. Donc pour simplifier, la Voie lactée vue de dessus, alors vue dessinée, hein, d'accord? Parce qu'on ne peut pas la voir de dessus. Hein. Vous avez expliqué ici, là, le CAM, si je leur dis que c'est une vue, ils vont me tuer. Donc, dessiner de dessus, avec son bulbe ici, ses bras, le système solaire qui est là, et grosso modo, on a exploré ça, quoi. Et il y a des endroits qu'on n'explorera jamais, hein, parce qu'entre ça et ça, bah, y a un gros truc qu'on appelle le noyau, là, et alors on ne voit pas à travers. Et on ne peut pas voir de dessus, parce qu'il bon, faut en sortir 1000 années-lumière. Donc voilà. Donc on a exploré une petite zone ici, et puis on explorera peut-être un petit peu plus, mais on ne va pas aller là, on n'arrivera jamais à avoir la résolution qu'il faut pour aller ici ou là. Hein. Donc voilà, donc on est limité dans l'exploration, même optique, de la Voie lactée et pour la recherche des exoplanètes. Alors je n'ai pas parlé des méthodes de recherche des exoplanètes, si ça vous intéresse, on en parlera. Et par contre, bien entendu, on cherche des planètes habitables. Ah! Donc il faut qu'elles soient dans la zone d'habitabilité. Donc pour simplifier, en fonction des types de soleils qui sont classés ici, il y a des planètes diverses et variées, donc on prend la Terre. Et si on prend notre Soleil, bah, la Terre elle est dans une zone où, pour simplifier, compte tenu de la Terre, de sa taille, de son champ magnétique, de son atmosphère, à cet endroit-là, elle reçoit assez de chaleur pour qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. Donc s'il y a de l'eau liquide, ça veut dire qu'il y a de l'eau gazeuse et probablement de l'eau sous forme de glace. Donc il y a les trois formes qui existent et qui cohabitent.
Si je vais trop près, bah, fait trop chaud, et donc il n'y a plus que de l'eau sous forme de vapeur, et donc il peut pas y avoir on ne peut pas prendre de douche, donc la vie ne peut pas exister. Et si je vais trop loin, bah, c'est que de la glace, donc c'est pareil, il n'y a pas d'eau liquide, on ne peut pas prendre de douche, donc la vie ne peut pas exister. Et donc on définit cette zone, et on dit, bah voilà, si je prenais la Terre et que je la mettais à côté du Soleil comme ça, ou du petit Soleil comme ça, de la naine brune ou du gros Soleil massif comme ça, eh ben, ça me déterminerait une zone où il ferait les mêmes conditions qui permettraient à la vie d'exister. Alors, je résume la condition d'habitabilité, mais on en discute, parce que personne n'est d'accord sur la définition même de la zone d'habitabilité en surface. Parce que si on prend des choses comme Europa, il pourrait très bien y avoir effectivement de la vie sous-glaciaire avec d'autres principes de fonctionnement. Donc on parle de l'habitabilité en surface. Alors les Américains qui sont très forts, eh ben, ils ont trouvé des systèmes. Alors il y en a une, c'était Kepler 22, qui a trouvé donc une zone, une planète dans la zone habitable. Ils en ont trouvé une autre qui s'appelle Kepler 742b. Alors pourquoi B? Parce que normalement dans un système, A c'est le Soleil, B c'est la planète qu'on a trouvée après, C c'est la planète qu'on a trouvée si on en découvre une deuxième autour du Soleil, mais C est peut-être plus près du Soleil que B. D'accord? C'est uniquement A, B, C, D. A, c'est le Soleil, donc ça on le voit, il est là. Et B, C, D, E, F, c'est l'ordre dans lequel on les a découvertes. D'accord? Donc pas l'ordre dans lequel elles sont. Et donc, si on se met dans ce système, eh ben, on s'aperçoit qu'effectivement, Kepler 22b, dont on n'a jamais vu ça, hein, ça c'est une impression d'artiste, et comme il faut mettre comme si c'était habitable, on met un peu de vert, on met un peu de bleu, puis du blanc pour faire les nuages, mais tout ça, c'est du vu de l'esprit, ça n'existe pas. La seule chose qu'on en connaisse, c'est son diamètre. Point. Et sa période autour du Soleil, bien entendu. Kepler 22, très intéressant, planète très intéressante, parce qu'elle a le même, elle est autour d'une planète, d'un Soleil qui est semblable à notre Soleil, et elle fait le tour de son Soleil en pratiquement 1 an. Donc ça veut dire qu'elle est presque à la même distance, qu'on appelle une unité astronomique, 150 millions de kilomètres, je crois qu'elle est à 170 millions de kilomètres de son étoile. Bon, on connaît donc l'orbite, donc la durée, hein, l'orbite c'est la durée de l'année, et donc elle est dans la zone d'habitabilité. Donc les gens disent, bah, forcément elle est habitable, donc il y a de fortes chances qu'elle soit habitée, et puis il y a sûrement des adolescents qui sont en train de jouer avec leur PlayStation dans leur chambre. Kepler regarde toujours le même, enfin regardait, parce qu'il y a des problèmes, mais regardait toujours la même zone du ciel. Et c'est pour ça qu'il a pu faire des transits de 1 an, parce qu'il faut voir 3 transits. Pour dire que c'est une planète, il faut voir 3 transits. D'accord? Donc, 3 fois 1 an, ça fait 3 ans. Donc il faut regarder toujours dans la même direction, au même moment. Corot, lui, tous les 6 mois, il changeait de secteur. Et donc, il ne pouvait pas faire des transits plus longs que 2 mois. Donc voilà, il y a des limitations techniques qui sont liées à la façon et à l'endroit où on a mis la sonde. Kepler est en orbite autour du Soleil en suivant la Terre. Donc il peut effectivement regarder toujours les mêmes endroits, alors que Corot était en orbite basse autour de la Terre. Et donc lui, il est obligé de changer parce que de temps en temps, il avait le Soleil dans la figure. Et puis les capteurs, ils n'aiment pas voir le Soleil directement dans la figure. Donc voilà. Donc on fait des belles planètes. Donc voilà à peu près l'exobiologie. Donc on cherche dans le système solaire, on cherche et on continue, on est en train d'inventer des instruments qui permettront de recueillir plus d'informations sur les planètes extrasolaires. C'est des coopérations internationales, etc. Je veux démystifier, avant de terminer, 3 choses. Là, je vais me faire des ennemis. La première, Mars One. Mars One, c'est des gens qui disent on va aller coloniser Mars. On va envoyer des gens, ils vont s'installer et ils arriveront à être autonomes, autosuffisants. Il n'y a pas de problème. On a sélectionné les astronautes, etc., etc. Mais si ça se concrétisait, ils auraient qu'une soixantaine de jours à vivre parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources. Après, il y a plein de choses. L'article sur les 60 jours me semble un peu... Enfin, c'est pas ça le problème. Mars ne sera jamais habitable. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de champ magnétique. C'est loin du Soleil. Il n'y a pas d'oxygène. Très peu d'oxygène. Et surtout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sur Terre, on ne fait pas vivre des hommes. On fait vivre un écosystème avec des abeilles, des vers de terre, des bactéries nitrificatrices, des arbres, des fougères, des moustiques, des tans, des mouches. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'homme. Hein. Donc nous sommes dans un écosystème. Et donc on ne peut pas transposer des hommes autonomes dans un système où il n'y a pas d'écosystème. Alors on va dire on va transposer l'écosystème. D'accord. C'est une autre histoire.
Hein, c'est une autre histoire. Et donc pour moi, Mars, ça fait croire qu'il y a un plan B, il n'y a pas de plan B. On est sur Terre, l'espèce humaine ne vivra en tant qu'espèce que sur Terre. Mais c'est plus grave, pour moi, faire croire qu'il y a un plan B, c'est criminel. Et ça, c'est un désaccord fondamental que j'ai avec ces gens-là. Je leur ai dit en face, quand ils ont fini faire des présentations officielles, je considère que vous êtes une entreprise criminelle. Que vous vous amusiez, que vous alliez faire des trucs dans les déserts, que vous fassiez des pseudo-missions, etc. Il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est la liberté. Mais laissez penser aux gens que grosso modo on peut faire à peu près tout et n'importe quoi sur Terre. Parce qu'il y a un plan B. Alors plan B, je ne sais pas pour qui, hein, parce que il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de plan B. Et faire penser aux gens qu'on peut quitter un endroit sur lequel il y a tout, de l'eau, de l'oxygène, une biosphère capable de nous supporter, pour aller dans un endroit où il n'y a rien et où il ne peut rien y avoir, ça par contre, pour moi, c'est criminel. Donc c'est l'année du COP21, je l'affirme. Pour l'instant, personne n'est venu me contredire, mais je suis prêt à discuter. Deuxième question, est-ce qu'au-delà, il y a quelqu'un? La vie. La vie, c'est une chose. La vie, c'est la plus petite des bactéries. On est frères et sœurs, hein. Même molécules, même code génétique. Grosso modo, avec 150 000 molécules, on est tous pareils. Hein. Il y a des petites différences, mais c'est vraiment secondaire. Entre la bactérie et nous, on est vraiment frères et sœurs. Et donc, il y a M. Drake qui a fait une équation, moi je m'en suis servi, tout le monde s'en sert, sur le nombre de civilisations qui sont présentes actuellement dans notre Voie lactée. Ah, le nombre de civilisations. Alors, donc, on part du nombre d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée, celles qui ont des planètes, donc maintenant, c'est qu'il y en a beaucoup, celles qui ont de l'eau, celles sur laquelle la vie s'est développée, celles sur laquelle la vie intelligente s'est développée, celles où la vie intelligente et communicante s'est développée, et combien ça dure, la vie communicante et intelligente. Vachement bien. Donc, il y a un nombre de civilisations qui est entre A et B. Est-ce que A peut être égal à 0? Au moins 1. D'accord. Donc, on peut dire que cette équation n'est pas nulle, puisque quand on a une succession de facteurs, c'est nul que si un des facteurs est nul. Donc, il n'y a pas de facteur nul. Donc, tout est possible. Donc, il y en a qui disent c'est 50, c'est 10, c'est 20, c'est 100, c'est 1000, j'en sais rien. Le seul problème, c'est que ce n'est pas une équation. Parce que les facteurs ne sont pas indépendants. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie intelligente, si on peut définir l'intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de communication, etc. Donc, ce n'est pas des facteurs indépendants. Donc, ce n'est pas une équation. C'est une succession de probabilités qui sont mises les unes derrière les autres et qui disent, voilà, si on veut penser à quelque chose, voilà les éléments auxquels ils font penser. Et donc, c'est ce que je dis, hein, cette équation cherche à mettre notre ignorance en paramètre. C'est vrai parce que c'est une façon de poser, c'est très bien, mais ce n'est pas vraiment une équation. Et ça suppose une chose sur laquelle, en tant que vétérinaire biologiste, je ne suis pas d'accord, c'est la chose suivante. Ça, c'est la classification actuelle, à partir de la génétique et de l'observation, du vivant sur Terre. Tout ce qui est là, c'est microscopique. C'est des bactéries, pour simplifier. Archées, bactéries, tout ça, c'est pareil. Tout ce qui est là, c'est pratiquement microscopique aussi. Et ça, c'est les plantes, ici. Ça, c'est les animaux. Et ça, c'est les champignons. Et dans les animaux, il y a un point quelque part, c'est les primates. Et au milieu de ce point, ou à côté de ce point, il y a les primates hominiens. Et dans les primates hominiens, il y a Homo sapiens. Donc vous voyez que c'est vraiment un microscopique point dans cette variété, dans cette biodiversité. Et ça tombe bien parce que Hubert Reeves parle de biodiversité. Et donc, le petit point qui est là, sans l'ensemble, il n'existerait pas. Il n'existerait pas actuellement, mais il n'existerait pas parce que l'évolution n'aurait pas été celle-là. Or, l'évolution, c'est l'accumulation de mutations dans le système de transformation de l'évolution, de transmission de l'information. C'est des mutations qui sont entièrement dues au hasard. Dans notre corps, il y a des milliers de mutations qui se produisent tous les jours. Alors, de temps en temps, il y en a beaucoup, heureusement, qui ne vont pas loin. Puis, de temps en temps, il y en a une qui va un peu plus loin, ça fait un cancer. Bon, ben, quand ça ne va pas loin, pas loin. Et la deuxième chose, pour qu'il y ait évolution au sens darwinien du terme, il faut qu'il y ait un système qui donne un avantage compétitif à cette mutation
pour accéder à la nourriture ou pour se reproduire. Les deux vont ensemble généralement. Alors, reproduction au sens biologique du terme, c'est-à-dire un individu ou plusieurs individus font un deuxième individu tout à fait nouveau. Et il faut ces deux facteurs. Et ces deux facteurs, ils ne sont pas cosmiques. Je veux dire, sur une bactérie, l'univers, c'est le centimètre qui l'entoure. Ce n'est pas la Lune, hein. C'est le centimètre, même si la Lune a un effet sur le centimètre, c'est le centimètre qui l'entoure. Le facteur de sélection, il est là. Il fait plus chaud, il fait moins froid, etc. Et donc, il n'y a pas de vecteur de l'évolution qui nous amène de là à là. Ça n'existe pas. Et donc, si on regarde, si on comprend l'évolution telle qu'elle s'est produite sur Terre, telle qu'on la connaît et telle qu'on la définit sous une forme d'évolution darwinienne, il n'y a pas de vecteur dans l'évolution qui amène du micro-organisme simple à des personnes aussi belles que moi. Ça n'existe pas. Troisième chose, écoutons les signaux radio. Donc c'est la troisième chose que je veux démystifier. On a le droit de ne pas être d'accord, hein. Donc, il y a quelques semaines, il y a eu une conférence, la Breakthrough Conference, avec des gens très célèbres, Stephen Hawking, Anne Druyan, qui est moins connue, mais qui est surtout la dernière femme de Carl Sagan, donc astrobiologiste de la NASA, Frank Drake, dont j'ai parlé tout à l'heure, il est ici Frank Drake, Martin Rees, Geoff Marcy et Peter Warden, avec un milliardaire russe, ici, Yuri Milner. Et donc, ils ont mis 110 millions de dollars pour acheter du temps de télescope et payer des gens pour analyser et mettre en place un système pour analyser des signaux radio qui nous viendraient d'une espèce intelligente qui serait quelque part. Alors, dans le cosmos, c'est grand, dans la galaxie, c'est déjà pas mal, mais disons, autour de nous, quelque part dans la galaxie. Pourquoi pas? Après tout, quand les gens ont de l'argent, ils peuvent s'acheter une Mercedes, avoir des maîtresses, se promener, voyager, ils font ce qu'ils veulent, ça c'est leur droit. Et pour moi, cependant, on sort de la science. On sort de la science parce que c'est une triple loterie. La première, y a-t-il un gros lot? C'est ce que je dis. Il n'y a pas de vecteur, donc il n'y a pas de raison que ça existe. Deuxièmement, ai-je des chances de détecter quelque chose? Je vous rappelle que les ondes radio sont utilisées sur Terre depuis à peu près un siècle, pour simplifier. Les postes à galène, à ma connaissance, ils avaient quand même... C'était assez limité en puissance. Donc la puissance d'émission, ça date des radars, pour simplifier. Donc ça veut dire des années 40, donc ça fait 70 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de moins en moins des grandes ondes, et des ondes qui émettent beaucoup, et on fait de la proximité avec du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc, l'empreinte globale a tendance à diminuer. Donc disons qu'on va servir pendant 2 siècles des ondes radio à haute dose. Même s'il y en a beaucoup autour de la Terre, ça fait quand même pas, c'est pas un soleil quand même. La quantité d'énergie diffusée est infinitésimale. Dans un brouillard, créé par les molécules, les planètes et tout ce qu'on veut, absolument énorme. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à détecter? C'est pas sûr, et en tout cas, sur le temps, ça ne dure pas très longtemps. Vu notre expérience, il n'y a pas de raison que ça dure très longtemps. Et ai-je une chance de distinguer et d'interpréter un signal infinitésimal? Alors, le signal sera infinitésimal dans un brouillard radio, parce que quand on fait des écoutes radio, c'est... Vous savez, le blanc que vous avez à la télévision quand vous ne captez rien, c'est le brouillard radio, hein, c'est le fond cosmologique. Il y en a. Et là-dedans, il faut interpréter quelque chose. Alors, l'interpréter quelque chose. Le comprendre, si jamais c'est distinctif, comme je dis, on a déjà du mal à comprendre sa femme. Alors, aller comprendre une civilisation extraterrestre, ça va être quand même assez compliqué. Dont on n'a aucun élément culturel. Rien du tout. On n'est pas capable de parler avec son chien, avec des dauphins, il y a des langages, etc. Donc, on est vraiment... Je pense que là, on est quand même très très loin des choses. Donc, on sort de la science malgré la grande qualité de cet aéropage. Stephen Hawking, personne... Alors, c'est la grande aventure. Oui, bon, c'est pas la première fois que des scientifiques racontent des conneries, mais bon, ça c'est... Mais pour moi, vraiment, on sort de la science. Maintenant, c'est du rêve. Et on a le droit de rêver. Tout le monde, quand il joue au loto, ou même quand il ne joue pas, il aimerait bien avoir joué quand il y a le gros lot qui sort, mais c'est le rêve. Là, je ne sais pas s'il y a un gros lot. Donc on a le droit. Ils ont le droit de jouer, encore une fois, mais là, on sort de la recherche dont je vous ai parlé pendant 1 heure, et on rentre dans la quête.
Et la quête, c'est le Graal, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est plus de la science. Donc voilà, donc la recherche demain, parce que je veux terminer sur quelque chose de positif, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ExoMars 2016, qui est là, avec un module d'atterrissage. Ça, c'est l'antenne, et ça, c'est le module d'atterrissage, ça, c'est l'antenne, pardon. C'est Phoenix, qui sera lancé en mars 2016, sur laquelle on travaille avec des instruments français. C'est le James Webb télescope dont vous avez ici, c'est pour vous donner une dimension, uniquement la protection solaire qu'il y aura autour pour le protéger. Vous voyez un peu la taille, hein, lancé par Ariane 5 en 2018 à partir de Kourou. Ça, c'est la structure en train d'être montée, hein, avec des miroirs qui se déplient. Donc là aussi, vous voyez la distance focale, hein, qu'il y a. Hein, c'est du vrai matériel. Ça, c'est du concret. On est quand même déjà à 5 ou 6 milliards de dollars. Hein, essentiellement américains, avec des Canadiens, des Européens, etc. C'est Mars 2018, avec son rover dont je vous ai parlé, qui descend de sa plateforme russe, qui l'a fait atterrir. Et enfin, c'est Mars 2020 pour l'exobiologie. Donc, c'est le cousin de Curiosity, mais avec SuperCam. Donc, au lieu d'avoir un seul faisceau, vous voyez, il y a 3 faisceaux différents, et puis d'autres instruments intéressants. Donc, voilà quel est l'avenir. Et pour moi, l'avenir, il est plus dans la recherche que dans la quête. Merci de votre attention.